Bonjour, voici la vidéo concernant la première partie du chapitre C2 portant sur les méthodes physiques d'analyse. Alors nous allons commencer ce cours par déterminer une concentration par dosage, par étalonnage. Alors la notion de dosage, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, vous l'avez vu en première avec les titrages qu'on appelle aussi dosage colorimétrique. Donc doser quelque chose, ça veut dire déterminer la concentration d'une espèce chimique présente par exemple dans une solution. Alors les dosages par étalonnage sont des méthodes qui vont s'exercer par comparaison, c'est-à-dire qu'on va comparer avec une même espèce chimique mais dans différentes concentrations. Alors la comparaison va porter sur une propriété physique qui sera caractéristique de l'espèce à doser, par exemple sa couleur, on mesurera donc son absorbance, ou alors sa conductivité, ou alors même, je ne l'ai pas écrit ici, mais ça peut être son pH, etc. pour, par exemple, déterminer la concentration en ion oxonium dans une solution. Alors, on va commencer par le dosage spectrophotométrique. Ça aussi, vous l'avez vu l'année dernière, donc ce sont des rappels. La grandeur mesurée, c'est l'absorbance pour une solution colorée. Attention, cela ne fonctionne que pour une solution colorée. L'absorbance est mesurée à l'aide d'un spectrophotomètre ou d'un colorimètre. En TP, on utilise ici plutôt un colorimètre parce que c'est ce qu'on a au laboratoire et on n'a pas encore de spectrophotomètre. Alors voici par exemple l'allure d'un spectrophotomètre. Et voici un colorimètre. Alors, c'est pas exactement le même que celui que nous avons au lycée, mais le principe est un petit peu le même. Donc, voici le principe du spectrophotomètre. Donc, le spectrophotomètre envoie de la lumière dont la longueur d'onde peut évoluer entre le violet à 380 nanomètres jusque dans les domaines du rouge environ 700 et quelques nanomètres. Cette lumière va traverser la cuve contenant votre solution que l'on va placer ici. Alors prenons par exemple cette cuve de permanganate de potassium. Je peux choisir ici différentes concentrations. Là, tout d'abord, je vais balayer avec le faisceau pour voir où se trouve l'absorbance la plus importante. Alors, sachant que c'est une solution de couleur magenta, ça veut dire que cette solution n'absorbe ni les rouges ni les bleus, puisque l'ensemble des deux forme par synthèse additive la couleur magenta. Donc ça veut dire que normalement ça devrait absorber plus dans les verts, qui est la couleur complémentaire du magenta. Alors balayons. Il faudrait peut-être que je mette sur marche, ce serait mieux. Hop, c'est parti. Et donc l'absorbance, c'est le logarithme de l'intensité de ce faisceau incident sur l'intensité du faisceau transmis. Alors, là, vous voyez, sur les rouges, par exemple, eh bien, l'absorbance est quasiment nulle. En effet, la solution, donc, n'absorbe pas les rouges, puisque, comme elle est de couleur magenta, elle transmet pratiquement intégralement les rouges et les bleus. Donc, dans cette partie-là et dans cette partie-là, on aura une absorbance très faible. Vous voyez que si je me décale vers les jaunes, déjà, bon, l'absorbance n'est pas bien élevée, mais enfin, elle monte. Par contre, vous voyez, là, je suis dans les verts et j'ai atteint le maximum d'absorbance. Donc, par contre, si je continue dans les bleus, ben, ça chute radicalement. Effectivement, donc le maximum d'absorbance se fait à peu près dans les verts. Si je me place, par exemple, ici, et que je vais essayer de me caler, voilà, sur cette valeur-là, et que je prends cette même solution, mais 2 fois moins concentrée, eh bien, 2 fois moins concentrée, hop, l'absorbance a été divisée par 2 par rapport à la première valeur. Si elle est 10 fois moins concentrée, ben, l'absorbance va être divisée par 10 par rapport à la première. Prenons maintenant une autre cuve. Une cuve contenant du diode par exemple, qui est de couleur plutôt jaune. Alors si elle est jaune,
ça veut dire que la couleur complémentaire du jaune étant le bleu, ça veut dire qu'elle va fortement absorber dans les bleus. Vérifions-le. Ici, on est dans les bleus. Ah oui, mais je vais me remettre, pardon. Je reviens ici, je vais me remettre sur une concentration initiale quand même assez importante. Donc, enfin, assez importante. Disons que ça puisse mesurer quelque chose quand même. Donc, on a une absorbance assez forte. Vous voyez, ça ne cesse d'augmenter. Dans les bleus, là, j'atteins la valeur de 2. Là, je sature. Hein, le spectrophotomètre n'est pas capable de mesurer davantage. Et quand je vais me déplacer dans le reste du spectre du visible, eh bien, la valeur va fortement décroître puisque la solution jaune n'absorbe pas sur cette partie-là. Donc, pour trouver le maximum d'absorbance pour une solution, on fait balayer tout le spectre et on regarde où est-ce que ça absorbe le plus. Je reviens sur le cours. Et donc, nous allons voir la loi de Beer-Lambert que vous avez déjà vue en première. Alors, que nous dit cette loi? Elle nous dit que pour une longueur d'onde précise, avec une épaisseur petit l de la cuve de solution traversée, eh bien, l'absorbance est proportionnelle à la concentration C d'une espèce colorée, mais il n'y a proportionnalité que si la solution n'est pas trop concentrée, donc il faut que la concentration soit inférieure à 0,1 mol par litre, ou alors une absorbance un petit peu en dessous de 1,5. Sinon, il y a risque de saturation et donc il n'y a plus la proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité va dépendre de la longueur d'onde choisie, de l'épaisseur de la cuve traversée, et puis de ce qu'on appelle du coefficient d'absorption molaire epsilon de l'espèce absorbante. On parle ici de l'espèce absorbante qui est bien sûr colorée. Alors voici ici comment s'écrit la loi de Beer-Lambert. L'absorbance égale le coefficient d'absorption molaire multiplié par la largeur de la cuve, c'est-à-dire l'épaisseur de solution traversée, multiplié par la concentration de l'espèce colorée qu'il y a dans la solution. Mais si ma cuve, je prends toujours la même et l'espèce absorbante reste toujours identique, je ne fais juste changer que la concentration, alors je peux dire que ce produit-là est une constante que je vais appeler K, et du coup, j'ai une relation de proportionnalité entre A et C, puisque K est un facteur qui sera strictement positif et constant. Alors, dans cette expression, il faut que la largeur de la cuve, l'épaisseur de la cuve soit en centimètres, les concentrations en mol par litre, epsilon en litres centimètre moins 1, mol moins 1, et si j'utilise cette expression-là, puisque K est égal à A sur C et que A n'a pas d'unité, alors K aura l'unité inverse de C, c'est-à-dire en litres par mol. Alors voici le domaine de linéarité, c'est-à-dire que si je veux que cette loi fonctionne, c'est-à-dire que A soit proportionnel à C, eh bien, vous voyez, il ne faut pas que les concentrations soient trop importantes, parce que lorsque les concentrations sont trop importantes, eh bien, je n'ai plus cette proportionnalité entre A et C, puisque la proportionnalité ne fonctionne que sur cette droite-là. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut que la concentration reste inférieure à 0,1 mol par litre, c'est-à-dire par ici. Ou, on l'a dit, une absorbance qui n'est pas trop importante, mais inférieure à 1,5. Donc, comment ça se passe? Une fois que je connais la relation de proportionnalité, alors pour la connaître, eh bien, il a fallu faire ce qu'on appelle des solutions étalons, c'est-à-dire des solutions plus ou moins diluées d'une même espèce chimique de concentration molaire connue. On trace cette courbe, qu'on appelle la courbe d'étalonnage, et puis ensuite, je mesure l'absorbance de ma solution inconnue, que je reporte sur mon graphique, et j'en déduis la concentration de cette espèce chimique dans ma solution inconnue. Donc, un dosage par étalonnage consiste à comparer l'absorbance de la solution dont on veut déterminer la concentration à celle de solution étalon dont la concentration est connue et qui nous permet, ces solutions étalons vont nous permettre
de tracer cette courbe d'étalonnage, c'est-à-dire que pour chaque solution étalon, je connais leur concentration, je vais en mesurer l'absorbance avec le spectrophotomètre ou le colorimètre pour pouvoir tracer cette courbe. Tant que je n'ai pas cette courbe, je ne peux pas déterminer la concentration de ma solution inconnue. Voilà ce que c'est qu'un dosage par étalonnage. Alors, je vous engage à regarder cette vidéo qui est très bien faite sur votre livre. Je vous mettrai le lien sur Pronote. Il faudra la regarder avant de venir en cours également. Entraînons-nous avec l'exercice numéro 4, page 40. La courbe ci-dessous représente l'absorbance, nous la voyons ici, en fonction de la concentration en diode d'une gamme de solutions étalons. Donc en fait, toutes ces petites croix qui ont été représentées ici sont les mesures avec les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 solutions étalons que nous avions donc préparées. Et dans les mêmes conditions de mesure, c'est-à-dire à la même longueur d'onde, avec la même cuve, eh bien, nous mesurons l'absorbance d'une solution que l'on va appeler grand S de diode et la valeur obtenue vaut 1,25. Alors, première question, énoncer la loi de Beer-Lambert. Vous mettez sur pause. Donc, la loi de Beer-Lambert, elle nous dit que pour une longueur d'onde lambda donnée, l'absorbance d'une solution diluée est proportionnelle à la concentration grand C en espèces colorées. Voici comment nous l'écrivons. L'absorbance pour une longueur d'onde donnée, c'est coefficient d'absorption molaire de l'espèce absorbante, multiplié par petit l, l'épaisseur de la cuve, multiplié par grand C, qui est la concentration de l'espèce colorée dans la solution. Vous devez savoir que l'absorbance n'a pas d'unité, vous devez savoir que l'épaisseur de la cuve c'est en centimètres, et vous devez savoir que la concentration est en mol par litre. Donc on en déduit l'unité d'epsilon en disant que c'est le rapport entre l'unité de A, c'est-à-dire il n'y en a pas, divisé par l'unité de L et l'unité de C. Si vous n'avez pas compris ce petit travail, on le reprendra en classe, n'hésitez pas à me le demander. Deuxième question, dans quel domaine de concentration le graphe traduit-il la loi de Beer-Lambert et il faut justifier. Alors la loi de Beer-Lambert nous indique que l'absorbance est proportionnelle, ça c'est le coefficient de proportionnalité, à la concentration. Mais vous voyez qu'il y a bien proportionnalité entre A et C. Par contre, sur la partie ici, il n'y a plus proportionnalité entre A et C. Donc pour une concentration inférieure à peu près 3 millimoles par litre, bien le graphe est une droite passant par l'origine et donc il traduit la loi de Beer-Lambert. Toute cette partie-là. Et enfin, troisième question, déterminer la concentration CS en diode de la solution S. Alors, nous connaissons l'absorbance de cette solution à 1,25, donc je le reporte ici sur le graphe, c'est ici. Je suis dans le domaine de linéarité et je reporte la valeur sur l'axe des abscisses. Et donc, on trouve, avec ce report, une valeur de 2,2 millimoles par litre. Attention ici, regardez bien l'unité. Très souvent, l'unité n'est pas en mol par litre, mais en millimoles par litre, donc faites attention. Passons à un autre type de dosage, le dosage conductimétrique. Alors ça, par contre, c'est quelque chose de nouveau que vous n'avez pas vu l'année dernière. Alors la grandeur physique, cette fois-ci, n'est pas l'absorbance qui est mesurée, mais la conductivité sigma d'une solution ionique. Et la conductivité se mesure à l'aide donc d'un conductimètre. Alors qu'est-ce que la conductivité d'une solution? Eh bien, la conduction est due au déplacement des anions et des cations lorsque ils sont en solution et soumis à une tension. Donc tous les ions présents vont participer à la conduction, c'est-à-dire que lorsque l'on place le conductimètre dans une solution, ce conductimètre comporte 2 électrodes, il y a un petit courant qui est émis et donc du fait qu'il y ait une tension aux bornes de ces 2 électrodes, eh bien ça va faire déplacer et donc créer un mouvement des cations d'un côté et des anions de l'autre. Et en fait, la conductivité va mesurer
ce déplacement des anions et des cations. Donc voici les deux plaques par exemple du conductimètre qui va faire la mesure. Alors voici à quoi ça va ressembler. Nous au laboratoire on a un LabQuest sur lequel on va mettre cette cellule conductimétrique. Je vous ai mis une petite vidéo en lien qui dure 1 ou 2 minutes qui vous explique un petit peu ce qui se passe au niveau des électrodes. Donc on en voit une ici, l'autre est cachée à l'intérieur. Au niveau des électrodes, ce qui se passe au niveau des ions. Alors la conductivité sigma, elle est égale à la somme de tous les lambda. Les lambda sont les conductivités molaires ioniques de chaque espèce ionique, multipliées par la concentration de l'espèce considérée. Alors, au niveau des unités, sigma, la conductivité, s'exprime dans les unités internationales en Siemens par mètre. Lambda I, c'est la conductivité molaire, ionique molaire de l'ion X en solution. Elle s'exprime en Siemens mètre carré mol moins 1. Et enfin, vous avez entre crochets la concentration de l'ion. Attention, elle ne s'exprime pas en mol par litre comme on a l'habitude, mais en mol par mètre cube dans cette relation. Alors voici quelques exemples de conductivité ionique molaire de différents ions. Bien sûr, vous n'avez pas à les connaître par cœur, d'ailleurs personne ne les connaît par cœur. On a des tables. Par exemple, pour l'ion Na+, eh bien, sa conductivité ionique molaire est de 5,01 en millisiemens mètre carré par mol. Etc. Attention, là, les conductivités molaires ioniques, on les a pas mis en Siemens mètre carré par mol, mais en millisiemens mètre carré par mol. Donc, par exemple, pour pouvoir l'utiliser dans ce calcul, il faudra penser à convertir les millisiemens en Siemens, donc fois 10 puissance moins 3 par exemple. Allez, prenons un exemple tout simple d'une conductivité d'une solution aqueuse de chlorure de sodium. Alors, les deux ions présents dans la solution, on va dire qu'il n'y a que les ions chlorure et les ions sodium, et c'est-à-dire c'est du sel tout simplement qui a été dissous. Et donc quand on écrit cette dissolution, eh bien on a le chlorure de sodium NaCl qui est solide, qui lorsqu'il est mis en contact avec l'eau, eh bien se dissout pour former les ions sodium à l'état aqueux avec les ions chlorure à l'état aqueux. Au niveau des coefficients stoichiométriques, on a 1, 1 et 1 partout puisque cette équation est parfaitement équilibrée. Un sodium, un chlore, un chlore. Cette espèce n'est pas chargée. Une charge plus une charge moins, ça fait une charge totale nulle, comme ici. Donc, cette équation est parfaitement équilibrée. Et on appelle NaCl le soluté apporté. Puisque les coefficients stoichiométriques de chaque espèce sont tous égaux et égaux à 1, alors dans les proportions stoichiométriques, on a la même quantité de NaCl qui a été en soluté apportée que de quantité de matière de Na+ en solution, ainsi que de quantité de matière de Cl- en solution. Puisque cette quantité de matière est la même, alors la concentration de ces ions en solution sera identique et sera identique à la concentration en NaCl, c'est-à-dire en soluté apporté, qu'on va appeler C. Ainsi, je peux écrire maintenant la conductivité de cette solution qui est égale à la somme de tous les lambda I fois concentration de chaque espèce, c'est-à-dire ici le lambda de Na+, fois la concentration de Na+, plus le lambda de Cl- fois la concentration de Cl-. Si j'avais d'autres ions, comme par exemple des ions H3+, il aurait fallu que je rajoute plus lambda de H3+, fois concentration de H3+, etc., etc. Alors, je peux simplifier maintenant cette expression. Pourquoi? Parce que les concentrations de ces deux ions sont identiques et cette concentration, elle est égale à C,
la concentration en soluté apportée. Donc je peux écrire que c'est égal à lambda de Na+ fois C plus lambda de Cl- fois C. En mettant C en facteur, il vient C facteur de la somme de lambda de Na+ plus lambda de Cl-. Et donc, puisque cette valeur-là est constante, c'est des constantes données par les tables, eh bien, je peux écrire que la conductivité d'une solution est proportionnelle à la concentration en soluté apportée de cette solution. Et c'est ce qu'on appelle la loi de Colroche. La loi de Colroche nous dit donc que la conductivité d'une solution est proportionnelle à la concentration en soluté apportée de cette solution. Au niveau des unités, si sigma est en Siemens par mètre et que la concentration est en mol par litre, alors petit k sera en Siemens litre mètre moins 1 mol moins 1. Si vous ne savez pas retrouver l'unité de k, demandez-le-moi en cours, nous ferons cet exercice, vous devez savoir retrouver une unité manquante. Alors, quelle va être l'allure de la représentation graphique de la conductivité en fonction de la concentration? C'est-à-dire, si je fais plusieurs solutions avec une même espèce chimique, mais de concentrations différentes, la valeur de K ne va pas changer. Donc C, par exemple, va augmenter et donc sigma va augmenter. Et j'ai une équation du type Y égale A fois X. Et donc, on a une droite qui passe par l'origine. On a ce type de droite-là. Attention, là encore, il y a un domaine de linéarité, c'est-à-dire que cette loi est valable si mes concentrations des solutions ne sont pas trop importantes. Il faut que la concentration soit inférieure à 0,01 mol par litre si je veux qu'il y ait linéarité. Si les concentrations sont trop importantes, vous voyez qu'il n'y a plus proportionnalité entre sigma et la concentration. À nouveau, pour faire ces petits points rouges là, j'ai besoin d'une gamme étalon d'une espèce chimique à différentes concentrations dont je mesure la conductivité pour chacune d'entre elles. Je reporte les valeurs, je trace ma droite, puis la solution inconnue qui contient la même espèce chimique bien sûr, j'en mesure également sa conductivité que je reporte sur le graphe et par une lecture au niveau des abscisses, j'en déduis la concentration de ma solution inconnue. Ça marche exactement comme pour l'absorbance, sauf que si j'ai une solution par exemple qui est ionique et qui n'est pas colorée, je vais plutôt utiliser la conductivité plutôt que l'absorbance. Allez, entraînons-nous avec cet exercice. On vous demande d'écrire l'expression littérale de la conductivité sigma d'une solution aqueuse de nitrate d'argent, donc qui contient les ions Ag+ et NO3-, en fonction des concentrations de ces deux ions et des conductivités molaires ioniques de ces deux ions. Donc là, comme tout à l'heure, vous essayez de faire l'exercice dans son intégralité ou alors question par question, puis vous écoutez la correction qui suit, mais essayez d'y réfléchir tout seul. Donc on applique la loi que nous avons vue tout à l'heure, à savoir que la conductivité sigma d'une solution, c'est la somme de tous les lambda des ions multipliés par la concentration de l'ion considéré. Donc lambda de Ag+ fois concentration en Ag+, plus lambda de NO3- fois concentration de NO3-. Par analyse dimensionnelle, déterminer l'unité dans laquelle doivent être exprimées les concentrations Ag+ et NO3-, sachant que sigma s'exprime en Siemens par mètre et que les différents lambda s'expriment en Siemens mètre carré mol moins 1. Donc ici, sigma s'exprime en Siemens par mètre et les lambda en Siemens mètre carré mol moins 1. Vous voyez qu'en fait, une concentration revient à écrire que c'est le rapport de sigma sur un lambda. Et donc, du coup, si je fais le rapport de Siemens mètre moins 1 sur Siemens mètre carré mol moins 1, voici ce que j'obtiens. Les Siemens vont se supprimer
Et je vais faire passer tous ces termes-là au numérateur. Attention, quand je fais passer un terme d'un côté ou de l'autre, je dois changer son signe de la puissance. Donc, si je fais passer les mètres carrés, enfin les mètres, pardon, au numérateur, du coup, ça va devenir mètre moins 2. Donc, j'aurai ici mètre moins 1 fois mètre moins 2, ça me donne des mètre moins 3. Et enfin, mol moins 1, si je le fais passer au numérateur, eh bien, ça va devenir mol plus 1. Donc, ça revient à écrire que ce sont des mols par mètre cube. Donc, les concentrations doivent être exprimées en mol par mètre cube. Exploitons la valeur d'une conductivité. Une solution aqueuse de chlorure de potassium, dont on vous donne ici la composition en ions, avec des ions K+, et des ions Cl-, vous voyez que les coefficients stoichiométriques sont tous égaux à 1, a une conductivité sigma égale à 1,04 10 puissance moins 1 Siemens par mètre à 25 degrés Celsius. Oui, j'ai oublié de le dire, attention, en fonction de la température, la valeur de sigma peut changer. En effet, si la température augmente, la vitesse des ions dans la cuve va augmenter et donc ça peut changer ça va changer la conductivité. Alors on vous demande d'exprimer la conductivité sigma de cette solution, sachant que ces deux ions ont même concentration que l'on va appeler grand C. Allez, vous mettez sur pause et vous faites l'exercice. Allez, corrigeons. Donc, donnons l'expression de sigma. C'est égal donc à la somme de tous les lambda fois la concentration. Donc, on le fait pour tous les ions présents, savoir les ions K+, et les ions Cl-. Puisque les deux ions ici ont même concentration et que cette concentration est égale à C, je peux factoriser et exprimer sigma comme étant égal à la somme des lambda fois la concentration en soluté apportée. Deuxième question, on vous demande de calculer la concentration en ions, en mol par mètre cube et en mol par litre, des ions donc K+ et Cl-, qui sont égaux d'ailleurs entre eux et qui est égale à la concentration en soluté apportée. Donc c'est la valeur de C que je veux déterminer. En effet, je connais sigma, qui est dans l'unité du système international, donc j'ai rien à convertir. Et j'ai bien les lambda, ici, qui sont aussi dans les unités du système international, donc pas de conversion à faire. Donc je vais juste commencer par exprimer C en fonction de sigma et des lambda. Et donc ça devient ceci. Comme on l'a vu, on n'a pas besoin de faire de conversion, et donc on remplace directement par les valeurs, et on obtient 6,94 mol par mètre cube. En effet, si je divise des Siemens par mètre par des Siemens mètre carré mol moins 1, on l'a vu tout à l'heure, on obtient une concentration en mol par mètre cube. Ça veut dire que dans un mètre cube de solution, il y a 6,94 mol de K+, et ainsi que même concentration pour les Cl-. Et donc pour les avoir en mol par litre, eh bien je vous rappelle que dans un mètre cube, il y a 1000 litres. Donc dans un litre, c'est-à-dire dans un volume 1000 fois plus petit que 1 mètre cube, eh bien la concentration sera 1000 fois moindre. Donc effectivement, la concentration, celle-ci, elle est égale à 6,94 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc il faut que vous soyez capable de passer des mols par mètre cube à des mols par litre et inversement. Voilà, c'est tout pour cette première partie. À bientôt!